Oh, ça commence plus. Ah, OK, Nous voici, nous voilà. Nous voici, nous voilà. Éric, Louis-Philippe? cela fait longtemps. Hey! Ça fait quand même un brin, hein? Ça fait très longtemps. Comment vas-tu, mon apaisant Louis-Philippe? Ah, mon velu co-animateur, ça va bien. Écoute, j'ai des cernes. Oui, tu m'as parlé un peu de ta nuit. Puis, en fait, de mes nuits, là, finalement, ou de l'absence de mes nuits. Là, parce que qu'est-ce qui s'est passé depuis qu'on s'est vu la dernière fois? Le dernier épisode qu'on a enregistré avec des invités, puis on a une invitée devant nous qui est patiente déjà, parce qu'on jadis, on faisait des intros qui duraient 20 minutes. Hein, donc, c'était pénible. Mais ce qui est arrivé, Éric, depuis notre dernier enregistrement, il y a quand même 6 mois, ça fait longtemps qu'on n'a pas enregistré avec des invités, c'est que j'ai un autre garçon qui est sorti des entrailles de ma conjointe. C'est-à-dire que mon adorable conjointe a donné naissance à mon petit garçon qui s'appelle Amaury. Un prénom français qui n'est pas très fréquent ici, puis ni en France, mais quand même en France, il y en a, je pense, 85 par année, au Québec, 3. Alors, c'est sur le statistique. Alors, il va très bien, il est en santé. Il est né 26e percentile, il est rendu 87e. Donc, ma conjointe produit de la crème 35. Puis, est-ce que c'est possible que tu sois un peu plus stressé à cause de ça? Potentiellement que mon niveau puis que c'est ça qui est amené au sujet d'aujourd'hui? Oh, qu'est-ce qu'on fait des liens? Qu'est-ce qui se passe? Non, mais potentiellement. Peut-être que oui, mais on va en venir à ça. Mais effectivement, donc c'est ça, je suis fatigué. Je dors pas beaucoup, puis je suis challengé par mes enfants quotidiennement, mais toi aussi. Puis toi, Éric, de 6 mois, on fait quoi à ta... il s'est passé beaucoup de choses, mais beaucoup de choses. Ouais. Mais il y a des choses récentes même qui se sont passées dans ta vie professionnelle dont on ne parlera pas. Ouais. On va garder ça pour nous. Mais on est encore plus... stressé. mais je suis content de te retrouver dans un nouveau studio. Oui, c'est ça. Faut la gang de Machine 4771 à Sainte-Thérèse. Cette machine n'arrête jamais. Absolument. Puis là, on a un nouveau studio avec, pour ceux qui regardent en vidéo, il y a un écran qu'on peut on sent la brise. Hein, on sent la brise. On danser les... je te laisse finir cette phrase-là. En tout cas, une graminée quelconque qui danse. C'est peut-être de l'avoine ou de l'orge. On va dire de l'avoine, vu qu'on on va dire de l'avoine. Ouais. Puis on a le coq derrière toi, puis on a l'âne derrière notre invité qu'on présente à l'instant parce que, sans plus tarder, on a un invité. Qui était une suggestion que tu m'as fait, que moi, je ne la connaissais pas. Moi non plus. Là, c'est quand même toi qui me l'a proposé. On va lui dire bonjour, Marie-Ève. Oui. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, Marie-Ève Lessine, qui est avec nous aujourd'hui. Puis on va, je dirais pas tout de suite... on présente avec quel titre, en fait? Moi, ça, c'était ma première question. Bonne question, hein? Oui, j'en ai plusieurs. Elle a beaucoup de lettres après son nom, qui ne sont pas DMV en passant, donc elle n'est pas vétérinaire. Elle n'est pas vétérinaire, oui. Non. Et elle a un petit accent qui, oui, vous vous en rendez compte, elle vient du Guatemala. Non, elle est déjà allée au Guatemala. Mais je viens du sud de la France, mais ça fait quand même 20 ans que je suis au Québec. Oui. Ouais. Sud de quelle région? À côté de Carcassonne, en gros. Donc là où ils font la carcassonnade. mais c'était très mauvais comme jeu de mots. Je ne peux pas croire que tu ris. Non, mais tu sais, on se réchauffe, là. Ça fait 6 mois longtemps, mais bonne blague. Donc, bienvenue sur le plateau du Coq à l'âne. Merci d'avoir accepté parce que tu es dans la région de Québec. Oui. Alors, c'est ça. C'est notre invité qui vient du plus loin à date, là. Je t'ai motivé, ouais. Puis, t'es émotivé? Oh, OK, bon. C'est les émotions. Le muscle se réchauffe. Ouais, c'est ça. Mais pour rester intemporel, parce qu'il neige aujourd'hui. Oui, on est le 23 mars 2024 et il neige et il fait -7, -8 dehors. Donc, c'est ça. On apprécie vraiment ta présence sur notre plateau. Donc, au Québec depuis 20 ans. D'où je vais juste raconter comment je suis tombé sur ta personne. Puis Éric, je le sais un peu, mais en fait, je m'étais mis... on cherchait les invités, puis on a déjà une longue liste, puis il y en a des invités que, ils nous ont dit oui, mais ils peuvent pas, tout ça. Donc, on cherche un pool, puis on essaie de trouver des sujets différents aussi. Puis là, je m'étais dit, je vais essayer de trouver quelqu'un qui travaille dans le milieu de la zoothérapie. Puis je me suis mis à chercher là-dedans, puis je suis tombé sur une vidéo qui datait quand même d'il y a plusieurs années, où tu étais une des invitées dans la vidéo qui parlait de zoothérapie ou de médiation animale, comme on appelle ça maintenant, parce que l'animal n'est pas le thérapeute, mais le médiateur de la thérapie qui se fait de ce côté-là. Puis tu étais interviewé avec ton cheval, puis tu parlais. Puis j'avais trouvé que tu avais une meilleure élection que mon co-animateur. Puis déjà, je me disais, on va être deux à bien parler. Ça va rééquilibrer les... Puis non, j'avais trouvé intéressant ton propos.
Puis je m'étais dit, gars, ça a l'air intéressant. Puis je suis allé sur ta page Facebook, puis là, je suis tombé sur quelque chose d'encore plus intéressant. Pas plus intéressant, mais également intéressant, qui est parce que tu fais maintenant, surtout parce que tu fais plus vraiment de zoothérapie ou de médiation animale. Puis on va expliquer pourquoi. Mais tu n'as pas mentionné, par contre, que c'était avec un cheval, la médiation. Oui, avec un cheval. Avec un cheval, Ce qui est peut-être moins typique du chien ou chat, qui est plus commun. On est moins habitué à ça. Ouais. Mais tu sais, je t'avais déjà parlé, il y a un cheval en France qui s'appelle Peyo, là, qui est particulièrement... Peyo comme le dessinateur. Oui, comme le dessinateur. Puis lui, là, il y a un film qui va être fait à propos de ce cheval-là et tout. C'est particulier, mais on n'est pas obligé d'en parler parce que je m'étais dit éventuellement qu'on pourrait parler de ce cheval-là, mais c'est un cheval qui a une capacité particulière à connaître les gens qui sont les plus en besoin de peut-être d'avoir son contact. Puis il va voir... Il est capable lui-même de cibler qui dans... Souvent des gens en fin de vie, puis tout ça, ou qui sont en situation de détresse, tout ça. Fait que ça va pas bien quand il vient te voir. En général, non. Mais c'est pas grave. Oui, c'est vrai, sauf qu'apparemment qu'ils aident beaucoup à passer au travers ces moments. Mais on n'est pas là pour parler de Peyo, parce que toi, ton cheval avec lequel tu faisais de la zoothérapie s'appelle... Rafale. Oui, Rafale. C'est une jument. Rafale. C'est un beau nom pour un... Oui, elle galope beaucoup. Oui, c'est ça. Et puis, mais tu en fais plus parce que... donc, on peut parler un petit peu de ça, parce que tu as fait de la formation, en fait, parce que tout à l'heure, je voulais faire ta bio aussi. Mais la bio, sans passer mot pour mot sur ta bio comme telle, t'as grandi, t'as vécu... Ça fait 20 ans que tu es au Québec. Oui. Et donc, et tu as 32 ans, donc tu es arrivé ici J'ai 44 ans. Non, t'es pas obligé de dire ton âge. Non, mais 32, okay, on va couper ce bout-là. Non, mais donc, ça fait... T'as passé à peu près la moitié de ta vie ici, Ah finalement. oui, c'est sûr. Puis là-bas, t'as fait de la formation... t'avais commencé la formation là-bas en... t'avais fait un MBA en France. Ben, j'ai terminé ici. J'ai terminé, moi. J'ai fait un double diplôme, c'est ça. Puis ma première formation, c'est en santé psychologique au travail. On peut voir le lien qui s'en vient. Exactement. Ah oui, donc, ça, c'est intéressant. En administration, donc j'ai travaillé 10 ans en recherche en santé psychologique au travail avant de continuer de poursuivre des études à l'Université Laval, dans la chaire en gestion de la santé psychologique au travail. Où tu as incidemment rencontré ton conjoint québécois. Puis, incidemment, c'est ça. Donc, l'inverse de moi, finalement. Oui, c'est vrai. Puis, et après, tu t'es éloigné un peu de ça pour te concentrer plus sur ce que tu fais maintenant. Ben non, c'est complémentaire, je dirais. OK. Je me suis pas éloignée, j'ai voulu compléter parce que quand tu parles de santé psychologique au travail, tu parles des dimensions extérieures à la personne qui viennent stresser la personne. Et moi, ce que j'ai voulu, c'est aussi redonner du pouvoir à la personne. Donc, j'ai complété ma formation par une autre maîtrise, cette fois-ci en counseling orientation, pour savoir c'était comment on peut moins stresser. Mais au travail. Au travail, mais à partir de... C'est ça, aussi. Exactement. Puis une des dimensions qui est ressortie de mes recherches, c'est la question de la présence. Et là, je fais faire le lien, c'est la question de la pleine conscience, dans la méditation pleine conscience, qui peut aider justement à apprivoiser son monde intérieur en tourment pour pouvoir moins stresser au travail, en complément de la psychodynamique, c'est-à-dire de l'effet de l'environnement sur soi. OK. Mais c'est vraiment intéressant parce que... tu sais, pendant longtemps, on s'est soucié du bien-être animal. Oui. On a parlé un peu hors d'onde. Là. Oui. On s'est longtemps soucié du bien-être animal, mais on ne s'est pas tellement soucié du bien-être des vétérinaires. Puis c'est vrai qu'il y a une crise qui s'est développée, puis la COVID est arrivée dans un moment où la crise prenait déjà de l'ampleur. Puis ça a été une espèce de catalyseur qui a fait que... On peut blâmer la COVID, mais c'était déjà là. Non, c'était déjà en montée. Puis il y a eu une étude, on a reçu Angelo Suarez, qui est un spécialiste... justement, du bien-être dans le milieu de travail, puis qui a fait une étude pour l'ordre. Puis dans sa présentation, une des choses qui parlait, bon, il y a la structure, il y a les contraintes structurelles, il y a la pénurie de main-d'œuvre, tout ça, mais il y a les stresseurs aussi. Puis ça, c'est intéressant parce que là, c'était une des choses qui ressortait. Il faut travailler sur ces stresseurs-là. Exactement. Ils sont puis là, à plusieurs je niveaux. t'écoute, je me dis, ah oui, puis là, je me dis, ah, merci Louis-Philippe, finalement, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens, puis moi, je m'inclus dans ça, peut-être ma conjointe, on a tendance peut-être à les mettre sous le tapis, mais d'avoir des outils, je pense que c'est quelque chose qui peut être très utile, finalement, de pouvoir travailler sur ces stresseurs-là. On n'a pas nécessairement de contrôle, mais d'essayer de reprendre... Les stresseurs sont à plusieurs niveaux. Tu as la structure, donc j'imagine que l'étude portait beaucoup sur, finalement, une dimension plus organisationnelle, mais il y a les exigences de la profession aussi, puis il y a les ressources de la personne, donc... Il y a du travail. Parce que c'est comme ça que je suis tombé sur ta page Facebook, puis j'ai vu que même il y a à peu près un an, tu avais décidé de faire une formation spécifiquement pour les vétérinaires ou le milieu vétérinaire. Donc les vétérinaires, les aides-soignants, les TSA, les gens qui travaillent dans les refuges, pour les aider à
via la méditation puis la pleine conscience, tout ça. En anglais, ce qui s'appelle le mindfulness, là, parce que des fois, les gens connaissent le terme en anglais, puis pas, mais en français, c'est pleine conscience. Puis j'étais tombé là-dessus, puis j'avais trouvé ça... Bon, déjà que tu t'intéresses à notre profession, puis tu connaissais un peu justement ce qu'Éric vient de décrire, c'est-à-dire les problèmes à travers lesquels passent certains... Puis je pense que c'est particulièrement propre aux gens qui sont dans les... Selon l'étude, justement, d'Angelo Suarez, aux gens qui sont dans les équins et les animaux de compagnie. Les gens qui sont dans les bovins, on dirait peut-être un peu moins de ça, pour toutes sortes de raisons. Déjà, ils ont moins à parler d'argent parce que souvent, c'est subventionné. Hein, c'est le gouvernement qui paye pour une partie des soins, alors que nous, il faut parler d'argent tout le temps avec les gens. Ça peut jouer un rôle dans tout ça. Il y a quand même de la détresse psychologique partout. Oui, il y en a partout, c'est sûr. Bon. Mais moi, j'aimerais ça qu'on recule de 2 pas, juste pour que tu nous parles un peu de ton parcours, en fait, parce qu'on n'a toujours pas répondu à la question comment on te présente, qu'est-ce que tu fais. Pourquoi je suis assise ici? Non, mais parce que tu n'as pas laissé répondre. Non, je ne l'ai pas laissé répondre, mais c'est en tombant quand même, parce que, juste pour finir mon histoire, c'est en tombant sur ce post-là de Facebook qu'elle avait mis, qu'elle offrait cette formation-là spécifiquement pour les équipes vétérinaires, où je me suis dit, ah ben là, elle a un intérêt pour aider notre profession. Il faut que j'invite cette personne-là. C'est là où j'ai dit, je suis entré en contact avec toi, puis je t'ai parlé de notre podcast. Puis incidemment, après ça, je suis arrivé à la maison, puis tu m'as dit oui tout de suite. De toute façon, tu m'as donné un oui résonnant tout de suite. Je suis arrivé à la maison, je parlais à ma conjointe. Hey, j'ai une Française qui est au Québec depuis un bout de temps, qui fait de la méditation. Ma conjointe qui est vétérinaire et qui a besoin de ce genre c'est une aide pour elle de faire de la méditation puis de la pleine conscience. Elle me dit, c'est qui? Puis là, je lui dis son nom. Puis elle dit, ah ben là, j'écoute son podcast. Puis là, j'ai su que tu avais un podcast que je savais même pas. Puis d'ailleurs, tu as plus de 60 épisodes. Là. Pour les gens, on va montrer tout à l'heure, peut-être pour ceux qui regardent en vidéo, sinon on va mentionner. Mais puis là, donc tout ça faisait beaucoup de sens pour moi. Puis j'en ai parlé à Éric. Puis et te voici. Exact. Donc, si tu veux répondre à la question d'Éric, c'est-à-dire comment tu en es arrivé à ce parcours-là, parce que je pense que tu as eu des contacts avec des vétérinaires. Toi-même, tu t'es rendu compte que... Oui, c'est sûr. De toute façon, les animaux, c'est un peu au centre de ma vie depuis que je suis petite. Donc, ce qu'on expliquait hors onde, c'est que j'ai toujours eu l'élan de sauver des animaux de l'abattoir, de leur trouver des refuges quand ils en avaient besoin. Et c'est vrai que moi, ma préoccupation pour les vétérinaires, c'est de ma propre expérience où j'ai vu beaucoup de mes vétérinaires se réorienter. Donc, il y en a une qui est devenue pédiatre, une autre qui a migré plus dans l'organisationnel. Donc, et je sens aussi que la charge de travail. Et donc, comme j'ai quand même en background tous les modèles de santé psy, je me suis vraiment intéressée au milieu vétérinaire. Surtout que c'est des modèles qui ressemblent à toutes ces professions exigeantes où on a à la fois l'intellect, le ressenti très fort. Et les deux pôles sont quand même très importants. C'est un métier de relation, mais c'est aussi un métier très intellectuel. Et donc, j'ai voulu vraiment donner un coup de main avec mes connaissances en lien avec ça, d'autant plus que je pense que penser à la santé psychologique des vétérinaires, c'est penser à la santé générale de nos concitoyens, exactement, parce que les animaux, c'est une clé de voûte finalement de la santé des personnes. Tu sais, si on n'a pas nos animaux, il y a toute une question de douceur, de soutien, de lien, de communication qu'on peut avoir avec l'animal pour les gens qui sont très isolés. Mais sans les vétérinaires, si les animaux sont en détresse, les humains vont être en détresse aussi. Donc, au-delà de la préoccupation humaine de nos vétérinaires, il y a une vision plus élargie aussi de cette problématique-là. Oui, puis il y a même des effets de santé physique. On en a parlé, par exemple, sur le stress, la tension artérielle, l'exercice physique, si tu marches ton chien à l'extérieur. Aussi, tout à fait. Si tu vas monter ton cheval, tout ça. Donc, quand ils sont malades, c'est sûr que ça pose aussi des enjeux par rapport à ça. Tout à fait. Mais donc, surtout les chevaux, c'est ce que je comprends. Tu dis les animaux sont au cœur de ta vie depuis longtemps, mais... Tous les animaux. Variés, oui. Oui, c'est ça. Mais parce que... quand tu étais petite, tu étais sur un milieu urbain ou un milieu plutôt agricole ou rural avec des animaux à la maison? J'étais à la campagne, mais je pense pas que mes parents avaient une sensibilité spéciale aux animaux. Mais avec ma sœur, on était très, très centrés sur le bien-être animal à une époque où... donc, on a levé de fonds pour acheter des animaux, les sauver de l'abattoir. J'ai fait installer une écurie en bas de la maison pour sauver un âne. Oui, c'est ça. Elle a sauvé un âne qu'elle a eu. Mais c'est parce que sauver de l'abattoir, ça pourrait sonner comme si tu avais assez... Je pense pas que tu as arrêté des camions de poules qui s'en allaient à l'abattoir, mais il y a un cheval, je pense que tu as sauvé de l'abattoir. Plusieurs chevaux, oui. Mais là, on les rachetait. C'est juste, en fait, racheter au prix de la viande, puis du coup, ils viennent chez nous au lieu d'aller à l'abattoir. Rafale, c'est son cas? Aussi, c'est une rescue. C'est drôle parce que on travaille plus dans un milieu d'animaux de compagnie, de petits animaux. Puis on parle souvent des rescues, puis beaucoup de vétérinaires ont des animaux. Mais donc, je trouve ça intéressant parce qu'on a moins... un rescue équin, on en a moins entendu parler. On entend moins parler, mais donc, c'est ça. C'est
19 ans maintenant que tu me disais, 19 ans, oui. Mais elle avait 4 ans elle quand a je l'ai 19 eu. ans, ouais. Mais j'en ai sauvé plein parce que c'est un éleveur qui a arrêté sa production. Puis il allait neiger, il ne voulait pas un autre hiver avec ses chevaux. Donc ils vont être tous à l'abattoir. Donc on a trouvé une façon de tous les placer. Et moi, j'en ai acheté 2. On en a placé 2 autres. Puis ça s'est bien fait. Ils ont été sauvés. Puis tu as mentionné que tu as déjà eu un âne. Oui, j'ai déjà eu un âne étalon. Ah oui, un âne étalon. Puis pour lui tenir compagnie, tu avais... On avait une poule et une brebis. Non, tout est dans tout, comme on dit, oui. Ouais. Ah ouais, c'est en France, on pense que les poules désennuient les ânes. Puis après, on a eu un cheval, c'est ça. J'ai sauvé mon cheval qui devait aller à l'abattoir parce qu'il faisait de l'asthme. Il a eu un sursis de 10 ans quand même. Ouais. Donc, l'âne, ça, excuse-moi, le cheval. L'âne a eu un sursis de presque 20 ans et le cheval a eu un sursis de 10 ans. Donc, ça valait le coup de... Oui, absolument. Ouais. Mais quand tu as traversé l'Atlantique, donc tu as laissé des animaux derrière toi? Ils étaient déjà décédés. OK. Oui, 1 an auparavant, oui. Donc là, tu étais plus libre d'attache. Exact, oui. C'est une bonne question. J'allais dire, parce que je sais qu'il y a des choses dont tu voulais parler spécifiquement. Moi, dans ta bio, il y a aussi, t'es autrice ou auteur d'un livre qui s'appelle « Entreprendre en conscience ». Oui. Puis que j'invite les gens, on va mettre l'image peut-être sur le... Mais si vous regardez « Entreprendre en conscience », c'est... Parce que tu es comme un gars qui parle à Télésino, on va mettre, mais c'était pas mal toi qui étais en contrôle. Oui, je sais, mais je ne suis pas en contrôle. Parce que c'est nouveau pour moi, l'écran. Là, mais... Parce que tu es aussi entrepreneur, tu as parti de ta compagnie qui fait du coaching en méditation. De la formation, beaucoup. La formation. C'est ça, exactement. Qui s'appelle Let It Be Méditation. Parce que là, je m'excuse, ça n'a aucun rapport, mais je vois la bouteille qui dort là, parce qu'on oublie toujours on veut tout le temps, on va ouvrir une bouteille de microbrasserie. Puis d'ailleurs, j'ai choisi celle-là... Oui, présente-nous-la un peu. Ben, elle est loin de moi. L'équation du temps. Elle s'appelle l'équation du temps. Puis je l'ai choisie parce que je trouvais que ça fitait avec... ça fonctionnait bien avec la méditation, puis vivre le moment présent. Puis c'est ce qui est important. Puis moi, je ne suis pas un pro de la pleine conscience. Là, ma conjointe l'est beaucoup plus que moi. Mais l'équation du temps, j'imagine que tu vas nous en parler un peu parce que toi, tu n'es peut-être pas un pro, mais moi, je suis un inapte? Oui. Non, mais moi, j'ai pas du tout les... On va en parler alors. Parfait. Ouais. Juste, je pense qu'il y a beaucoup pour les gens de démystifier un peu qu'est-ce que c'est. Ouais. Et c'est une bière, juste pour faire la petite histoire de 11 Comtés, là, qui est une microbrasserie en Estrie à Cookshire Eaton. Puis je remercie un de nos anciens invités, Vincent Caldwell, qui m'avait fait connaître cette microbrasserie-là. Puis là, c'est une petite bière acidulée. Puis la première phrase sur l'étiquette, c'est « Les oscillations de notre monde bouleversent notre perception du temps ». Déjà, puis après ça, il parle des maltes rôtis et caramélisés, tout ça. Et de la microflore acidifiante qui se retrouve au sein de cette bouteille que je tiens dans ma main. C'est parfait parce qu'il est 18 h. Oui, exactement. Comme c'est l'heure d'ouvrir les vannes. Oh, c'est une belle petite robe brune. Oui. Éric, merci. Parce que je suis un peu loin. Puis, donc, mais on peut continuer à parler. Je vais servir. Vas-y, Éric, je te laisse. En fait, donc, santé psychologique, bon, on voit le lien, mais qu'est-ce qui t'a amené à la méditation? À quel moment, toi, tu as commencé à t'intéresser à la méditation? Mais en fait, c'est dans le cadre de ma 2e maîtrise. Je m'intéressais déjà à la méditation, mais je cherchais une dimension spéciale qui pouvait permettre... Parce que c'est ça, c'est que quand tu penses à la santé psychologique au travail, c'est beaucoup les pratiques de gestion, l'organisation du travail. Donc, le fait que, par exemple, la surcharge de travail, c'est stressant, le manque de reconnaissance, c'est stressant, le manque de soutien... parmi les pairs, c'est stressant. Donc, il y a tout un modèle autour de ça. Mais au final, si les gens ne sont pas minimalement présents eux-mêmes pour sentir que, par exemple, l'autre a besoin de reconnaissance, l'autre a besoin de soutien ou a des problèmes de conciliation travail-famille, donc s'il n'y a pas le minimum de bienveillance intérieure pour sentir les besoins de son collectif de travail, tous nos beaux modèles et notre formation qu'on peut donner dans le cadre des formations qu'on donnait dans la chaire de recherche, ça ne prenait pas greffe. Donc, je donnais des formations sur la reconnaissance partout au Québec, en France. Mais minimalement, si le gestionnaire ou la personne n'était pas sensible à ces questions-là, la greffe de la formation ne prenait pas. Donc, je me suis intéressée aux dimensions plus en amont, finalement, pour que la formation puisse prendre. Et c'est la question de la présence qui est ressortie de mes recherches, sans trop de surprise. Et donc, du coup, il faut minimalement un lien à soi, et donc une forme de contact à soi-même et de capacité à sentir qu'est-ce qui se passe en nous et nos émotions pour pouvoir, en fait, contribuer à un milieu de travail en santé. Mais qu'on soit gestionnaire, VT
vétérinaire à n'importe quel niveau, c'est chacun qui va contribuer. Et donc, c'est à partir de là, la présence, comment ça se développe? Ça se développe par la méditation pleine conscience, qui est de plus en plus étudiée par la science depuis les années 70-80, avec John Kabat-Zinn, qui est un médecin-chercheur du MIT, qui s'est intéressé beaucoup à la façon de venir aider le stress, contribuer à améliorer le stress par la pleine conscience. Puis il y a beaucoup d'études à l'appui, d'ailleurs, j'en ai trouvé. Bon, on va en parler dans quelques minutes. Oui. J'en ai trouvé quelques-unes qui touchent notre profession spécifiquement, qui sont intéressantes, qui sont relativement récentes. Là. Mais tu avais développé justement un atelier d'initiation à la méditation pleine conscience dirigé, donc on l'a mentionné tout à l'heure, pour les équipes vétérinaires. Oui. La participation, bon, n'avait pas été excellente en nombre, mais j'imagine qu'il y a eu des retombées quand même. Oui. Puis est-ce que tu serais ouverte à le réoffrir éventuellement? Parce qu'on espère, on a quand même notre petit groupe de followers là, qui nous écoutent. Oui, tout à fait. Puis après, bon, j'espère que, en tant qu'à ça, parce que diriger les gens vers aussi ton podcast et les outils que tu as, ton livre aussi, justement, mais éventuellement, ça pourrait être quelque chose que... Mais ce genre de formation-là... l'objectif, en fait, c'est de pouvoir l'intégrer au quotidien, l'intégrer au travail. C'est quoi la cible, en fait, de ce genre de formation-là pour les équipes vétérinaires? Donc, c'est une formation de base pour apprendre à méditer avec l'esprit que tous les exemples étaient tournés vers la réalité du travail. Et donc, si on regarde la méditation, ce n'est pas quelque chose que tu prends comme un fixe quand tu en as besoin ou un médicament au besoin. C'est quelque chose que t'instruis en amont, exactement, puis qui va procurer des bienfaits qui vont venir alléger ou gommer des problèmes que tu pourrais avoir en lien avec le stress, les turbulences intérieures, des problèmes relationnels, l'envahissement d'émotions en lien avec le travail qu'on peut faire ou les relations qu'on peut avoir au travail. Donc, c'est l'idée, en fait, d'avoir comme une forme de prévention, on se situe plus à la prévention, où en choisissant de donner une poignée de minutes le matin à sa pratique de méditation, il y a des bienfaits qui vont se glisser tout au long de notre journée, tout en sachant aussi qu'il peut y avoir des clins d'œil dans la journée avec des pratiques spécifiques que j'avais développées pour pouvoir venir tempérer. Se recentrer. Exactement, après une euthanasie un petit peu difficile, un client difficile. Exactement. On pourrait peut-être en parler dans un autre segment tout à l'heure, mais tu mentionnes ça, puis je voulais juste spécifier parce que tu le dis clairement sur ta page web et tout, mais c'est de la méditation athée, hein, c'est ça que vous... Laïque. Laïque. Oui, c'est ça. C'est ce que je voulais dire, la méditation laïque, c'est-à-dire que c'est pas, il n'y a pas de religion qui est... Mais à la limite, si on a à choisir, il y a des similitudes avec la méditation qui se fait dans certaines religions, mais il n'y a pas de religion impliquée là-dedans. Attends, mais moi, naïvement, je croyais que la méditation, c'était toujours laïque, mais versus la prière, mettons. Oui, mais c'est pour ça que j'imagine, elle peut nous expliquer mieux, mais c'est de la méditation laïque, donc... Laïque, ça veut dire dépouillé de référents religieux, mais ça a une base initialement bouddhiste, quand on parle bouddhiste Theravada, quand on parle de pleine conscience. Mais le tour de force, ça a été, justement par des médecins, des psychologues, ça a été de venir dépouiller les référents religieux pour rester dans le côté psychologique de la méditation, qui, à la base, méditation, ça veut dire entraînement de l'esprit, tout comme le sport, c'est un entraînement pour le corps. Et donc, pleine conscience, ça veut dire apprendre à renouer avec l'instant présent plutôt que d'être... éparpillés dans le futur, dans le passé, dans plein de dossiers qui n'ont pas rapport avec le présent et qui finalement stressent inutilement. C'est là où les gens peuvent parler parfois de commencer à dire pseudosciences, etc., parce que c'est plus difficile à objectiver des changements de l'esprit que des changements physique. Pas forcément, parce que tu peux quand même prendre, par rapport au stress, les mesures sont faites à plusieurs niveaux, autosubjectif autant que de manière très concrète avec des hormones de stress ou des tests de salive. Donc, il y a quand même des choses qui sont très objectivées. D'ailleurs, oui, puis c'était pas une critique comme moi je faisais. Non, je sais, mais je connais certains de nos auditeurs qui pourraient arriver avec cette critique-là. Mais c'est parce bien que légitime c'est plus facile aussi. Oui, parce que on est, surtout les vétérinaires, on est formés, pas surtout, mais je veux dire, on est une profession, on est formé médical, scientifique, etc. Donc, quand on parle, mais moi, je connais beaucoup de vétérinaires qui sont très ouverts à la méditation puis qui la pratiquent régulièrement. Puis je pense que, tout le monde peut en bénéficier. Tout le monde en bénéficierait s'il le faisait, probablement. Puis à certains niveaux, là, tu sais. Exactement. Parce que je t'ai dit, moi, j'ai une certaine capacité, quand il y a des difficultés, par exemple, au travail, puis j'ai apporté quelques livres, mais à juste parfois dire, bon, mais ce client-là qui m'a littéralement chié sur la tête tout à l'heure, je l'oublie, puis je passe à autre chose. Ouais. Mais c'est pas tout le monde qui a... Puis c'est une capacité... Je sais pas si c'est une qualité ou un défaut, d'ailleurs, parce que ça veut dire que, je suis capable de passer à autre chose, faire abstraction, mais il y a des gens qui sont pas capables de faire ça. Ils vont, pourquoi? Est-ce que c'est ma faute? Est-ce que j'ai fait... Alors moi, je suis capable de dire, non, je pense que j'ai fait les choses correctes, je passe à autre chose, puis ce stress-là, souvent aussi, je vais me déverser mon fiel sur les gens qui travaillent avec moi, chialer un peu, puis une fois que j'ai chialé, c'est sorti de moi, je continue. Mais je pense que la méditation, probablement, est une préparation à aider à passer à travers ces moments-là, puis
Puis justement, comme elle dit, en amont, travailler en amont. Mais moi, faut que je travaille là-dessus. Mais quand on parle de méditation, le premier, peut-être, l'image qu'on a en tête, c'est les puis les moines, puis bon, justement, les moines bouddhistes, puis tout ça. Mais donc, puis là, on dit méditation pleine conscience. Est-ce que c'est parce qu'il y a des méditations en semi-conscience, inconscience? En fait, si on décortique ça, en fait, là, on a parlé un peu, c'est quoi la méditation, mais c'est quoi la méditation dans un cadre, mettons, plus psychologique? Comment ça se déroule? Comment une séance de méditation? Puis pourquoi pleine conscience? Peut-être juste démystifier ça pour quelqu'un comme moi qui n'est pas certain de savoir ce que ça veut dire. Bien, visiblement. Mais c'est sûr que méditation, c'est peut-être un mot qui fait peur. Puis je l'utilise une fois sur deux parce que je trouve que pleine conscience est plus ajusté. Et la façon dont je veux le présenter, c'est comme quelque chose de concret qui vient un peu comme un antidote aux mots modernes de notre société. Donc, c'est comme si la pleine conscience, c'est une façon de renouer dans l'instant présent, où on nous dit sans passer par le filtre du jugement. Donc, c'est apprendre finalement à se ramener dans des espaces où il n'y a pas tant de problèmes que ça, là où l'humain est très capable de se faire beaucoup de scénarios et beaucoup de peurs avec des choses qui n'existent pas. Donc, c'est apprendre aussi à revenir vers soi et à venir mieux se connaître pour faire face. La connaissance de soi, c'est pas quelque chose d'ésotérique. On en parle depuis l'Antiquité avec les philosophes. Donc, plus tu te connais, plus vous connaissez finalement le corps humain et la façon dont fonctionnent finalement les organes. Connais-toi toi-même, exactement. Qui est un classique. Plus finalement, après, tu es capable de dealer avec le navire que tu es pour pouvoir naviguer dans la bonne direction, dans ce qui fait sens, mais aussi t'autoréguler. Et donc, c'est vraiment un retour à soi qui va te donner de nouveaux repères. Et ces repères-là que te donnent la pleine conscience et la méditation, dans l'entraînement de 10-15 minutes que tu donnes le matin, va te permettre de t'offrir une vie plus sereine, les 23h50 où tu médites pas. Et donc, dans cette vie plus sereine, tu vas avoir une plus grande capacité d'observation, plutôt que d'être absorbé par plein de choses et d'être pris, éparpillé, etc. Tu vas prendre un pas de recul et regarder les choses avec un petit peu plus d'observation. Donc oui, Philippe, quand tu n'es pas happé par la mauvaise humeur de ton client, c'est peut-être parce que tu observes plus. Il y a la question du non-jugement. On apprend à moins croire nos pensées de jugement. Une grosse partie de notre anxiété vient du fait qu'on a des pensées qui viennent un peu nous chuchoter des choses pas sympathiques et on les croit, ces pensées-là. Donc, ultimement, ça fait en sorte qu'on se crée du stress avec quelque chose d'aussi abstrait qu'une pensée. Alors, quand on apprend à mettre une distance par rapport à ça, ça vient comme nous permettre d'être dans un espace plus calme. Toute la question de l'acceptation des émotions. Les émotions, donc j'espère que c'est pas ésotérique pour vos auditeurs, c'est quelque chose qui existe vraiment. Et au final... on parle d'anxiété, tristesse, colère, impuissance. Je pense qu'il y a beaucoup de découragement. Il y a beaucoup d'émotions qui vivent les équipes vétérinaires. Et donc, apprendre un peu c'est quoi l'émotion, la façon, le message qu'elle a à nous apporter pour justement la libérer. Il y a un psychiatre français qui dit on ne peut pas quitter un endroit où on n'a jamais accepté d'aller, on ne peut pas se débarrasser d'une souffrance qu'on n'a pas accepté de ressentir. Mais la pleine conscience nous apprend à ressentir pour se débarrasser de cette souffrance-là. Donc, par exemple, tes collègues dont tu parlais, qui ont plus de mal à débarrasser de la souffrance parce que ça leur colle à la peau, c'est apprendre à venir ressentir qu'est-ce que ça me fait, quel est le besoin derrière ça, puis après de s'en libérer. Et le dernier point que j'apporterai ici, c'est la question de la bienveillance qui, depuis la pandémie et les études notamment de Sonia Lupien, donc chercheur en stress humain, nous a démontré que la bienveillance, c'était vraiment un antidote au stress. Et c'est aussi un antidote à une performance malsaine qui peut venir ronger et créer plus de stress inutilement. Et tous les modèles nous montrent maintenant, donc dans les modèles en santé psychologique, peut-être pas pile dans les milieux vétérinaires, mais quand on travaille sur la santé, ultimement, il y a des retombées aussi sur la performance, même si on ne fait pas ça à la base. Donc c'est comme, moi je vois ça comme une autre grille de lecture qu'on s'offre pour pouvoir naviguer la vie avec plus de bonheur, avec plus de douceur aussi, et au lieu d'être finalement l'esclave de nos pensées, de nos circonstances. Donc grâce à ce pas de recul qu'offre la méditation, pleine conscience. Il y a plein d'autres types de méditation, mais elles sont peut-être un peu moins laïques. C'est pour ça qu'on... Mais j'écoutais tes explications, puis je me dis, est-ce que cette méditation-là ne devrait pas accompagner, par contre, une démarche de consultation psychologique? C'est-à-dire que, est-ce qu'on peut vraiment être seul? Une fois que tu as les outils pour méditer, oui. Où on devrait aussi être accompagné de professionnels parce que apprendre à mieux se connaître, c'est pas toujours facile de le faire soi-même. Des fois, ça prend quelqu'un qui te reflète certaines choses puis qui va t'amener à progresser. Donc, est-ce que la méditation seule, non accompagnée par d'autres, par un professionnel de santé mentale ou d'aide psychologique, tout ça, est-ce que ça fonctionne? Oui, ça peut faire un bon bout de chemin. Après, s'il y a des choses qui se décollent et que tu as envie d'investiguer plus profondément, évidemment, il y a comme un niveau supplémentaire après très opportun d'aller chercher avec un professionnel. Ça dépend peut-être des niveaux aussi
je sais pas moi, d'anxiété qui viennent avec ça, ou il y a des personnes peut-être où ils ont plus besoin d'avoir une consultation. Parce que si c'est travailler en amont, ça veut dire que c'est pas du traitement, c'est de la prévention à la limite. Là, Mais un petit peu aussi, parce qu'il y a quand même des mécanismes. On voit beaucoup la méditation comme certains rouages identiques au sommeil profond. Donc, il y a quand même des choses qui se passent sans... quand tu parles de travailler sur soi, il y a une dimension cognitive, mieux se comprendre. Mais quand tu parles de méditation, il y a comme des mécanismes qui sont à l'intérieur et qui vont finalement aider, mais sans forcément que tu aies besoin cognitivement de mettre des mots dessus. Mais si tu es curieux de le faire, mais là, c'est sûr que ça prend une interface à lien avec un professionnel. Il y a une grosse partie quand même qui fonctionne. Et c'est une autre intelligence de ton corps qui est équivalente au sommeil profond, qui vient prendre le relais par rapport aux bienfaits qu'on retrouve dans la santé, puis que je pourrais vous énumérer si vous êtes intéressés, mais qui sont nombreux. Parce que en fait, il y a des endroits, j'ai vu des endroits où ils disaient méditation au lieu de médication, par exemple. En voulant dire, si tu médites, peut-être que tu auras moins besoin de passer par certains services où là, ils vont te prescrire des médicaments, parce que c'est pas du tout la même chose, évidemment, mais je pense que c'est pas... Non, mais il y avait je lisais dans la dernière édition du Québec Science un excellent billet sur les effets secondaires des médicaments. Puis elle concluait sa chronique en disant, dans le fond, le meilleur médicament, c'est celui qu'on évite de prendre, parce que c'est vrai que tout traitement s'accompagne d'effets secondaires. Fait que c'est là où la prévention est intéressante, parce que plus tu peux retarder peut-être d'avoir besoin de... Oui. Et en même temps, c'est ça, moi, ce que j'aime dans la pleine conscience maintenant, c'est que c'est quand même pas mal étudié, avec beaucoup d'études scientifiques, et donc on peut y aller avec confiance. Donc, les études sont quand même en pleine confiance. En pleine confiance. Ouais. Les études ne sont pas toutes costauds, mais il y a quand même des méta-analyses qui sont ressorties. Donc, on peut avoir confiance. Et l'important, c'est de faire l'expérience pour soi, parce que je ne veux pas la vendre comme une panacée, la méditation. Il y en a pour qui ce n'est pas la bonne voie. Mais pour une partie, étant donné qu'on vit dans des sociétés où il y a beaucoup de stress, beaucoup d'exigences qui viennent de l'extérieur, on perd un peu de vue qui on est dans tout ça. Et donc, ce retour à soi fait quand même du bien, en général, à une grosse partie de la population. Mais il y a des études, j'en ai trouvé plusieurs quand même, en cherchant juste avec mindfulness sur les moteurs de recherche en anglais et veterinary. On en trouve plusieurs. Puis il y en a beaucoup qui ont été faites avec des étudiants vétérinaires dans différentes écoles. J'en ai trouvé une, entre autres, en 2016, mais c'est pas la méditation, c'était plus la médiation, parce que il y a une revue qui s'appelle Scientific and Educational Journal of Therapeutic Riding. Fait que c'est avec les chevaux. Riding? Oui, riding. Puis... ça, c'est un journal? Oui. Une revue révisée par des pairs qui concluait que l'enseignement assisté par des chevaux, ce qu'ils appelaient Equine Assisted Learning, ou EAL en anglais, améliorait la pleine conscience des étudiants en médecine. C'est en médecine humaine, puis c'était une école de médecine dans le centre de la Floride, là. En fait, Central Florida College. Je traduis librement. Puis il concluait quand même que le EAL, donc, aidait... Ils utilisaient, en fait, l'EAL, donc l'Equine Assisted Learning, pour apprendre le bien-être émotionnel et les compétences de communication aux étudiants en médecine humaine. Mais les chevaux, ils les assistaient comment dans leur apprentissage? C'est des chevaux qui ont été entraînés à être avec les gens pour... eux, ils faisaient du riding. Là. Il y avait du contact avec les chevaux, s'occuper de tout ce qui est soin des chevaux, tout ça. C'était juste le contact avec le chevaux, puis regarder ce que... Mais tu te rappelles Marion? Elle nous a dit ça, à quel point, pour elle, le temps qu'elle passait à faire de l'équitation était vraiment... C'était un bienfait pour elle. Puis ça lui manquait, normalement, quand elle n'avait pas la chance de le faire pour différentes raisons. Je pense que son cheval était malade. Ça va un peu aussi dans le même ordre, dans le même sens que ceux qui ont des animaux. Puis il y a eu des études aussi avec les animaux de compagnie, mais c'est pas la même chose, parce que rider, tu es vraiment en contact encore plus étroit avec l'animal, j'imagine. Ou même à côté, parce qu'il y avait une étude qui avait été montrée par HeartMath, donc les mathématiques du cœur, qui avait démontré que le cheval a la capacité de t'aider à te mettre en cohérence cardiaque, c'est-à-dire de faire en sorte que les variabilités de ton cœur, donc l'accélération et la décélération de ton cœur, permettaient de se synchroniser à tes ondes cérébrales. Donc quelque chose qui venait apaiser finalement ton corps. Et le cheval est plus capable que les autres animaux de faire ça. Mais je me souviens de cette étude-là, puis c'était beaucoup en fait en lien avec la capacité à lire les signaux du cheval comme étant une façon de venir apprendre à lire du subtil pour après, en tant que médecin, être capable de sentir au-delà des mots. Parce que le cheval va facilement réagir aux émotions. C'est pour ça d'ailleurs que quand moi j'ai arrêté la médiation animale, c'est parce que ma jument était dans le trop plein d'émotions, elle absorbait ce que les clients venaient déposer, mais ils sont comme un miroir, on parle beaucoup de miroir, mais ils vont sentir les hormones
d'émotions finalement qu'on produit et ils vont les refléter. Et donc, les étudiants en médecine étaient capables de ressentir, de lire quelque chose avec une acuité plus précise que si c'était avec des humains. Ce qu'on appelle notre quotidien, en fait. C'est vrai. Parce que nous, nos patients, ils nous parlent pas, puis on est obligé de les lire comme ça. Exactement. Il y a eu une étude à Tufts aussi, à l'université de Tufts, qui est au Cummings School of Veterinary Medicine, qui est au Massachusetts, où là, avec les chevaux d'enseignement, donc il y a un troupeau de chevaux d'enseignement, en tout cas, qu'ils utilisaient des techniques de manutention des chevaux. Troupeau pour des chevaux. Ils appelaient ça herding. Okay. Donc, avec des manutention des chevaux progressivement plus complexes, calqués sur les programmes d'Equine Assisted Learning de l'Université d'Arizona et de Stanford, qui ont été les deux premières à faire ça. Puis les résultats démontraient que les étudiants avaient un espace sécuritaire pour partager leur anxiété, leur inquiétude, leurs défis, puis apprendre des compétences professionnelles aussi avec les chevaux. Puis ça améliorait ça. Donc, c'était pas... Je pense pas que c'était inclus un peu dans le curriculum, mais c'était pas clair. En tout cas, j'ai pas lu l'étude au complet, pour être complètement honnête, parce qu'il y en a beaucoup, puis je suis tout le temps en retard dans tout ça, mais... Puis après, j'en ai trouvé plusieurs autres. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5 autres. Je ne les passerai pas toutes en revue, mais il y en a même une qui a été publiée dans Vet Surgery, qui est une revue plus clinique où il y a de la recherche aussi, mais qui est une revue vétérinaire que les chirurgiens vont lire. Puis dans cette étude-là, ils évaluaient est-ce qu'il y a un effet bénéfique sur le stress des étudiants vétérinaires au moment où ils doivent faire des exercices chirurgicaux sur des animaux vivants. Donc là, quand ils apprennent à faire des chirurgies, puis ils évaluaient justement le cortisol salivaire et l'alpha-amylase aussi salivaire, qui sont deux marqueurs de stress. Marqueurs de stress dans la salive. Puis, ils méditaient à quel moment par rapport à leur... C'est ça, c'était la pleine conscience, là, puis 5 minutes de respiration pleine conscience juste avant la chirurgie. Exactement. Ils évaluaient le cortisol amylase. Bon. Puis il y avait les taux de cortisol était largement au-dessus des contrôles de référence juste avant la chirurgie quand ils comparaient, donc le niveau de stress montait. Il n'y avait pas des différences significatives, mais il y avait quand même une diminution de 30 unités dans le groupe qui recevait qui faisait la pleine conscience et augmenté de 10 unités dans ceux qui étaient le contrôle. C'était une étude qui n'était pas... Il appelait ça randomisé? Oui, parce qu'il n'était pas randomisé. Puis aussi, ceux qui étaient dans le groupe contrôle, ils savaient qu'ils étaient dans le groupe contrôle parce qu'ils ne faisaient pas la respiration pleine conscience. C'était impossible de leur cacher. C'était pas à double aveugle. C'est ça, c'était pas à double insu. Puis les étudiants dans le groupe pleine conscience rapportaient se sentir plus calmes et relaxés que ceux dans le groupe contrôle quand ils répondaient à des questions de type sondage. Là. Donc ça, c'était... Puis bon, ils concluaient pas que, ils en bénéficiaient définitivement, mais il y avait une tendance à peut-être en bénéficier. Puis la dernière que je mentionnerais peut-être, c'est que il y en a une autre qui... OK, c'est ça. En 2020, dans le Journal of Veterinary Medical Education, il y en a plusieurs qui ont été publiés dans cette revue-là, qui est une revue qui sert aux professeurs puis aux écoles vétérinaires, en fait, à évaluer des choses qui peuvent être utiles pour changer le curriculum éventuellement. Mais dans celle-là, il parlait du haut niveau de détresse psychologique, incluant anxiété, stress perçu, dépression chez les étudiants vétérinaires. Puis évidemment, éventuellement, s'il y a ça durant les études, ça peut se traduire par une continuité dans la vie professionnelle par la suite. Puis là, il disait que l'évidence scientifique démontrait que les interventions basées sur la pleine conscience pouvaient réduire le stress chez les étudiants. Puis il voulait déterminer comment inclure la pleine conscience dans le curriculum. Puis ils introduisaient le principe aux étudiants vétérinaires de 3e année à l'Université de Liverpool. Donc ça, c'était au Royaume-Uni. Puis les résultats étaient positifs. Encore une fois, je n'ai pas lu l'étude au complet, mais ce qui concluait, c'était que c'est difficile à intégrer dans le curriculum. Mais je sais qu'il y a des programmes, par exemple, le fils d'un de nos amis qui, lui, étudie à l'Université de Montréal, il y a des ateliers de pleine conscience avant les cours, avant les matchs aussi, parce qu'il joue, il joue dans l'équipe sportive. Oui, lui, c'est parce que c'est un athlète de haut niveau. Les athlètes de haut niveau, souvent, parce qu'il était dans l'équipe sportive de l'université, il y a de la pleine conscience qui se fait, de la méditation avant les matchs, etc., avant les entraînements, tous les événements comme ça. Donc, c'est intégré, mais dans un cours, dans un curriculum vétérinaire, eux, ils concluaient que c'était complexe à intégrer. Est-ce que c'est si complexe que ça? Je ne sais pas. Puis, en fait, je ne sais pas si c'est maintenant dans le curriculum à Saint-Hyacinthe non plus, parce que je ne suis pas au courant du... Je pense pas. Je sais pas non plus. J'en douterais. Mais à la limite, ça ne pourrait pas être néfaste, au moins d'avoir des outils pour... puis ce que ton atelier propose, c'est un peu ça aussi. Oui, tout à fait. Puis en même temps, c'est quelque chose, en fait, qui... Parce qu'on le voit, il ne faut pas le voir comme quelque chose qui est réactif. On l'a dit tantôt, c'est préventif. Donc, tu sais, apprendre à un étudiant à méditer. Je travaille beaucoup aussi avec les étudiants en médecine et c'est les mêmes réalités. Et donc, tu sais, quand tu apprends à quelqu'un à méditer, c'est comme si tu lui permettais d'avoir une technique pour s'autoréguler
tout au long de sa journée. Donc, tu l'apprends à pêcher finalement parce qu'après, soit tu donnes des méditations guidées, soit tu l'apprends autonome. Mais une fois qu'en fait, il a appris à méditer, après, il est en roue libre pour lui-même finalement avoir la discipline. C'est sûr que ça prend une certaine motivation. Mais quand on est stressé, ça peut être la motivation principale pour venir finalement avoir une vie qui est beaucoup plus sereine. Donc, et on en a besoin, surtout dans ces milieux-là très, très performants. La performance, ça vient user certains rouages du stress. Puis le côté, parce que ton livre porte spécifiquement sur la conscience, entreprendre en conscience. Hein? Donc, c'est dirigé vers les entrepreneurs, les gens qui ont des petites entreprises, j'imagine. Oui, tout à fait. Je ne l'ai pas lu non plus, ton livre, mais j'ai lu un peu la description, puis évidemment... Et les intrapreneurs, ce qu'on appelle les intrapreneurs. OK. Puis ça signifie quoi, les intrapreneurs? Les intrapreneurs, c'est ceux qui sont salariés d'une entreprise, mais qui ont le mindset de l'entrepreneur, qui sont dégourdis, qui veulent faire changer les choses. Mais moi, je suis conseillère d'orientation aussi, de formation. Donc, mon idée, c'est de montrer que dans ton travail, c'est pas vrai que tu vas accepter tout le temps le statu quo, mais que tu as un pouvoir qui fait justement en connaissant tes valeurs, tes convictions, tu vas pouvoir changer des choses pour que finalement ton travail ait plus de sens. Beaucoup plus de sens. Mais pour les entrepreneurs spécifiquement, il y a des... Parce que toi-même, tu es entrepreneur, puis j'ai créé mon entreprise. Il y a un stress ajouté aussi, où il y a d'autres stresseurs qui peuvent intervenir, puis tout le côté, évidemment, les finances et tout, la gestion des ressources humaines. Exactement. Donc, ça, c'est une étape de plus, parce que quand, j'imagine que c'est différent, tu as des formations aussi dirigées spécifiquement, parce que beaucoup de vétérinaires sont des entrepreneurs, évidemment. Propriétaires de cliniques ou d'hôpitaux. Oui, c'est ça. Mais en fait, tu sais, moi, je me situe quand même beaucoup en amont. Et bon, il y a une différence entre la pleine conscience puis les dimensions plus de connaissance de soi quand tu es entrepreneur. Mon travail avec les entrepreneurs, c'est beaucoup de leur apprendre à ne pas accepter le statu quo, mais à dessiner finalement peut-être une clinique vétérinaire qui soit de l'ordre de leurs aspirations profondes et qui fasse les choses différemment et qui leur ressemble. Parce que ce qu'on a besoin maintenant, c'est d'avoir du sens dans notre travail. C'est sûr que pour tenir sur la durée, il y a une question de venir injecter un peu nos propres couleurs et faire les choses à notre façon. Une des dimensions de la santé psychologique au travail, c'est un besoin d'autonomie. Donc, il y a cette idée-là que tu pourrais créer quelque chose qui te ressemble. Donc, j'utilise des modèles de sciences de l'orientation et je mélange ça aussi avec la pleine conscience parce que je trouve que c'est une passerelle qui est extraordinaire. Mais oui, mais c'est deux mondes un petit peu différents. Mais c'est vrai qu'il y a des vétérinaires qui sont entrepreneurs. Oui, parce que j'ai vu que tu avais été... J'ai vu des témoignages d'entrepreneurs qui ont fait affaire avec toi ou qui sont peut-être tes clients, entre autres, là, qui t'encensaient pour ça parce que ça les aide beaucoup dans leur quotidien. Puis j'imagine que tu es une bonne guide pour ça, là, pour améliorer leur santé mentale en amont, justement. Mais j'ai écouté quelques-uns de tes épisodes récents de podcast, dont celui sur ta démarche créative. Ah oui. Puis c'est là que j'ai appris que ou peut-être dans un autre, mais que tu faisais tes podcasts dans la chambre de ta fille ou dans un garde-robe. En tout cas, c'est ça, j'avais les connaissances. Pour avoir un son, c'est ça, pour avoir un son de qualité. Mais en fait, ce qui m'a étonné, c'est que tu fais référence souvent à un script de méditation. Puis que moi, j'aime ça, dans le sens où c'est des méditations qui sont accompagnées ou assistées, j'imagine. Guidées. Bon, on va dire que c'est guidé, donc OK. Ouais. Et donc, c'est un script que toi, tu réfléchis, que tu... Je me demandais comment ça se passe, une séance de méditation, en fait, guidée. Oui. Mais en fait, c'est ça. C'est qu'une méditation, c'est une expérience. Et quand tu as un guide, tu utilises le pouvoir de la suggestion. Donc, on est tous des humains suggestifs. On nous conseille quelque chose, ça va nous trotter dans la tête, etc. Donc, mettre quelqu'un en pleine conscience, c'est lui proposer une expérience où il va venir observer avec une certaine posture des éléments qui sont naturellement en pleine conscience. Donc, par exemple, venir observer le souffle, observer les sons, observer les émotions ou les sensations dans le corps. Je pense que beaucoup connaissent parfois la méditation du body scan ou du scan corporel, qui est une technique pour venir plus s'endormir, mais c'est aussi une méditation de pleine conscience à la base. Avec les 5 sens, puis... Par exemple, exactement. Et ça peut paraître pauvre, ce que je dis là. Viens observer ton souffle, ça va transformer une partie de ta vie et les bienfaits. Mais ça fonctionne parce que c'est rare que notre cerveau ait juste un objet à la fois dans sa conscience. C'est rare aussi de venir apprendre à se distancer de nos pensées. Mais il faut revenir toujours à l'idée que la méditation, c'est un entraînement et on vient s'entraîner finalement à faire en sorte que tout ce qui finalement, à notre insu, vient nous créer de la souffrance, on s'entraîne à le déconstruire et le défusionner pendant le petit entraînement qu'on se donne. Et le fait d'avoir un guide les premiers temps, on appelle ça les petits trous de la méditation. Donc, tu sais, quand tu commences à faire du vélo, c'est des petits trous
ça t'aide finalement à venir savoir quoi faire et à faire la bonne expérience. Donc, typiquement, moi, quand je guide, je propose une expérience où je vais proposer d'observer son souffle, mais sans effort, sans vouloir le transformer, sans vouloir idéaliser par exemple une respiration bedon, longue ou autre. Ouais, expiration plus longue. Exactement. Bouche, ça, c'est du contrôle. La pleine conscience, on est dans l'inverse du contrôle. On apprend justement à lâcher prise. C'est pour ça que j'ai appelé mon entreprise Let It Be. Il y a une partie de notre intelligence aussi qu'on ne contrôle pas. Donc, c'est lui redonner du pouvoir. Et donc, c'est vraiment faire ce type d'expérience tout en proposant aussi une autre façon de regarder les choses avec plus d'observation, moins de jugement, plus d'acceptation pour ce qui est, donc de ressentir. Et ça, c'est un entraînement qui, à notre insu, sans qu'on ait besoin de tout comprendre, mais on peut l'expliquer aussi, va faire en sorte qu'on va sentir des changements progressifs au bout de quelques semaines déjà, à partir de 11 minutes ou 13 minutes de méditation quotidienne, ou 5 fois par semaine. Puis là, tu dis 11 ou 13, ça veut dire que c'est avec études à l'appui parce que... Oui, c'est ça, mais entre 45 et 13 et 11, ça dépend des études. Avec le 5 minutes de l'étude de tout à l'heure, c'était trop court. C'est pas le problème du 5 minutes. C'était le 5 minutes est placé trop proche de l'événement stresseur. Okay. Donc, en fait, ce qu'il fallait, c'est plutôt investir. Je donne beaucoup de formations aussi dans le milieu de la finance. Puis je leur dis toujours, c'est votre meilleur investissement parce que vous venez investir peut-être une poignée de minutes le matin, puis ça change les 23h50 de votre journée. Puis tu as des feedbacks de ça, que ça fonctionne. En tout cas, qu'il y a des améliorations. Ils voient un bénéfice. Là. Ah ben oui, c'est sûr. Sinon, j'aurais pas autant de clients. Non, bien sûr. Ouais. Et au final, moi, ce qui me rassure, c'est le côté scientifique aussi, où on voit toutes ces études. J'ai pas dit que c'était une panacée, par contre. Il n'y a rien qui est une panacée. Puis pour certains, c'est même nuisible de méditer. Mais ce qu'il faut voir, c'est que ça vaut le coup d'essayer. Et d'essayer sans a priori. Oui, puis ça coûte pas cher, je veux dire. Bon, je ne sais pas combien tu charges pour tes services, mais je veux dire, de méditer. Non, mais en soi, là, tu fais avancer. Non, mais peut-être que tu charges très, très cher de là. Mais non, mais je veux dire, de méditer comme tel. Peut-être que je donne tous mes revenus au refuge, comme pour les vétérinaires. D'ailleurs, j'applaudis ça parce que dans ta formation que tu offrais aux vétérinaires, il y avait 50% des revenus qui étaient pour la SPA de Québec. C'est ça de Québec. La prochaine fois, c'est pour la SPA de Lévis. Bon, excellent. Non, vas-y, Éric. Non, mais c'est vrai qu'on est dans une société qui est très tournée vers le temps à venir. Là. On est toujours dans la nouveauté, l'innovation. Faut que ça change vite. Puis c'est vrai qu'on est de moins en moins ancré dans notre présent. Ouais. Mais donc, puis j'ai lu il y a longtemps Bergson durée simultanéité, puis cette réflexion-là sur le temps, puis que dans le fond, le temps, on le perçoit juste parce qu'on est vivant, puis parce que il y a quelque chose qui s'écoule, puis tout ça. Mais c'est une construction sociale aussi, selon les modèles. Tout à fait, mais le temps présent, c'est vrai que c'est difficile, c'est de plus en plus difficile de s'attacher au temps présent. Et donc, ce que je comprends, c'est que la méditation, c'est de se ramener à des marqueurs de temporalité, mais qui viennent de nous-mêmes, puis qui sont indépendant des influences extérieures? Est-ce que c'est un peu ça le principe ou c'est... Je dirais pas indépendant parce qu'on ne cherche pas à se couper de quelque chose. On cherche finalement à apprécier notre présent en utilisant, j'appelle ça des portes qui sont naturellement par le présent. Donc c'est un principe qu'on appelle d'assimilation. Tu sais, ton souffle est naturellement dans le présent. Tu respires par l'air que tu as respiré hier. Ouais. Et donc du coup, c'est par le biais de cette porte-là que tu viens finalement te réacoquiner avec le présent alors que tu es naturellement porté à être dans l'anxiété du futur, dans le regret du passé ou dans des dossiers qui sont encore de l'ordre du passé ou du futur. Donc, c'est comme si... je fais une 3e maîtrise en ce moment à l'UQAM, en sciences des religions, sur la conscience. Mais c'est comme si notre conscience était tout le temps un petit peu en exil quelque part, mais elle est partout où elle doit être. En fait, elle est pas en nous. Et c'est là où, une fois qu'on est en nous, c'est là où il y a le moins de souffrance. Donc, si on a une préoccupation pour la souffrance humaine, comme vous avez une préoccupation pour la souffrance animale, il y a une réflexion à faire sur ramener notre conscience dans l'instant présent, donc ramener notre esprit dans l'instant présent pour faire en sorte d'avoir un peu plus de sérénité. Et ça va pas nous rendre plus mous ou plus amorphes ou autres, parce qu'il y en a qui ont peur. Tu sais, je travaillais beaucoup avec des chefs d'entreprise, des personnes en finance. Ah ben là, je vais devenir... Même mon avocate avait peur de devenir... Ah ben là, si après je ralentis trop mon entreprise... Mais non, c'est une autre façon finalement d'aborder la vie où tu te dis... Tu sais, c'est un peu la métaphore du vélo. Le vélo qui va le plus loin, c'est celui qui a des freins. Tu sais, le vélo qui n'a pas de frein, il va vite au départ, mais il se casse la gueule à un moment. Mais le vélo qui a des freins... Ouais, quand il y a une courbe, Ouais. Exactement. Et donc, c'est un peu ce frein-là. La méditation, c'est un frein que tu mets et qui te permet de mieux naviguer finalement. Et de le faire finalement sans effort le matin. Un frein ou un modulateur là, qui m'est peut-être... Encore plus pertinent, exact. Ben, je voulais pas... Mais c'était une méditation bouddhiste. À l'époque, ils n'avaient pas de modulateur. Ouais. Mais oui, exact. Moi, je trouve ça très intéressant parce que c'est des choses, je pense que le vétérinaire moyen, puis je veux dire, n'est pas habitué de
de réfléchir de cette façon-là dans le quotidien. Nous, on nous apprend pas ça à l'école vétérinaire. Non. On nous apprend à diagnostiquer, à traiter, à connaître l'anatomie, à savoir des choses par cœur beaucoup. On nous apprend pas à se centrer sur soi, puis à seulement vivre le moment présent ou être en pleine conscience, en tout cas. Puis moi, je suis vraiment pas la bonne personne pour en parler. Hein. C'est pour ça que c'est important que tu sois ici aujourd'hui, puis qu'on regarde. Tu mentionnes la science aussi. Pour moi, c'est important. Puis je vois les études qui sont là, puis ça, c'est seulement une fraction. Hein. Juste en médecine vétérinaire, en médecine humaine, il y en a énormément. Il y en a plus. En médecine vétérinaire, il n'y en a pas énormément, là, mais j'en ai compté au moins 6. Puis il y en a d'autres. Puis je suis sûr qu'il y en a d'autres à venir. Puis je suis sûr qu'il y a des écoles vétérinaires qui peut-être ont déjà commencé à intégrer ça dans le curriculum d'une certaine façon. Puis éventuellement, il y a d'autres études qui sortiront là-dessus. Mais c'est là où ça devient intéressant parce que, en fait, pas c'est là où ça devient intéressant, ça l'était bien avant. Mais comme le reste, hein, c'est comme... Puis pour faire un parallèle boiteux, puis pour dire boiterie, vu qu'on parle de spécialiste je suis un spécialiste du parallèle boiteux et des métaphores foireuses, des métaphores. mais par exemple, l'acupuncture, tout ce qui est médecine traditionnelle chinoise, quand on arrive en médecine occidentale, on dit, on ne sait pas c'est quoi, puis on ne peut pas lire le chinois, puis on ne sait pas y mettre les méridiens et tout. Puis là, il y a l'acupuncture médicale qui évalue, quand on place l'aiguille, qu'est-ce que ça fait? Ça libère tel facteur de croissance local. Donc, ils peuvent démontrer pourquoi peut-être ça fonctionne. Puis il y a certains points qui fonctionnent. Puis il y en a peut-être que finalement, c'était plus ésotérique, puis ça fonctionne effectivement pas, certains méridiens, entre guillemets, ou les chi ou tout ça. Mais il y en a que ça a bien été démontré. Donc, il y a l'acupuncture médicale qui, elle, peut-être à moins de points, mais qui est fondée sur la science. Peut-être que la même chose arrive ou arrivera avec la méditation, quand on peut démontrer par le biais d'études encore plus l'utilité puis l'efficacité, l'effet sur les marqueurs de stress, c'est quantifiable, justement, comme tu le disais tout à l'heure. Tout à fait. Pour moi, c'est important parce que j'ai encore cet aspect-là de quelqu'un qui, sans être... faut toucher pour être sûr que... Il faut que ça soit palpable. Soit réel, oui. Pour que ça soit réel, pas nécessairement. Il y a des Comme Saint Thomas. Comme Thomas, oui. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi ils l'ont appelé Saint, parce que s'il fallait qu'ils mettent sa main dans la plaie, là, il aurait peut-être dû revisiter leur décision. Mais disons, les techniciens de santé animale ou les vétérinaires ou même le grand public qui tombent sur cet épisode-là puis qui disent « OK, moi, ça m'intéresse, là, j'en fais pas. » Comme par exemple, moi, j'en fais pas. Là, puis j'ai le goût de commencer. C'est ça, pour l'instant. Qu'est-ce que tu conseilles? Comment on s'initie à la méditation? Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que comme pour tout changement, il faut commencer petit. Bon, c'est sûr que... donc moi, ce que je conseille toujours, c'est de commencer petit par 2-3 minutes, juste pour ressentir des effets, puis après, ça met en appétit. Il y avait une étude sur la motivation qui était sortie, qui disait, si tu veux muscler les bras, commence à te dire que chaque soir, tu vas rentrer, tu vas faire un push-up. Finalement, tu en fais 15, mais si tu te dis, je fais 50 minutes de sport tous les soirs, mais ça ne va pas marcher. Donc, non, tu vas te désintéresser. Exactement. Donc, il faut créer un petit espace d'abord dans son horaire pour le faire. Donc, moi, dans ma pratique et dans mon vécu, ça fait quand même longtemps que je fais ça. Je dis toujours, commence petit pour te mettre en appétit. Et donc, ça fait un espace. Et donc, après, c'est commencer par des méditations guidées, c'est-à-dire avoir un guide. Il y en a plein d'applications qui peuvent vous aider. Il y en a plein aussi sur YouTube. J'en offre dans mon podcast. On pourra en créer une aussi pour les vétérinaires. Mais dans tout ça, l'idée, c'est de commencer à donner une place et de ne pas y aller trop vite. Mais de se familiariser, de se faire sa propre étude sur les effets et les bienfaits sur soi. Parce que le principe de ça, c'est de récupérer un peu son pouvoir. Au lieu d'être tout le temps tributaire de notre environnement, c'est récupérer un pouvoir intérieur. Donc de vérifier déjà qu'est-ce que ça nous fait. Ça peut être une bonne chose, mais de persévérer sur moins de 2-3 semaines pour découvrir des bienfaits. Donc, commencez petit, par des méditations guidées. Donc, tapez peut-être sur YouTube ou sur des applications comme Petit Bambou ou autre. Il y en a beaucoup. Il y en a énormément. Tous les trucs intelligents maintenant, Apple, Fitbit, tout ça, ils l'ont intégré aussi à leur... mais tu de respirer. Oui, en plus, c'est ça. Mais donc, on n'a plus d'excuses pour commencer, mais c'est de s'y mettre et de le faire avec une certaine régularité parce qu'il vaut mieux méditer 5 minutes tous les jours que 1 heure ou 2 semaines, par exemple. Donc, c'est vrai pour d'autres choses aussi. Hein. Éviter les extrêmes. Puis, exact. Mais là, parce que tu mentionnes, on pourrait en créer une. Là. Moi, je suis Alain, il faudrait juste trouver un vétérinaire qui a une voix suave pour faire de la méditation guidée. Mais, attends, je me ferme les yeux et je t'écoute. Je faisais une blague. Alors, prenez le temps de... Non, je pense que ta voix va être mieux que la mienne, mais tu as un papier que tu tiens puis que je suis pas sûr que tu nous as tout dit parce que tu avais pris des notes. Moi, on a parlé tantôt de verticalité du temps. Ça, c'était hors d'onde, puis on n'en a pas reparlé, puis ça m'intriguait. Fait que... T'as grande chose intéressante.
T'as goûté à l'équation du temps en passant? Oui. Moi, c'est une petite bière acidulée. Moi, j'ai vraiment... Très bonne. On remercie On se comptait. Ben, pas, ils ne l'ont pas donné, mais de faire de la bonne bière. Puis on remercie à Vincent de l'avoir fait découvrir. Non, c'est une bonne petite bière acidulée avec une belle complexité, comme toi, Éric. C'est un bon compliment. Acidulé et complexe. Oui, acidulé et complexe. Mais je veux que tu nous dises, parce que je ne suis pas sûr qu'on a abordé ce que tu as, puis je te vois le tenir comme si... en fait, bon, je vais te donner des mauvaises pensées. Ils me font chier, ils ne me posent pas la question qui fait que je peux utiliser mon petit papier. Non, je sais que tu ne penses pas comme ça du tout. Il n'y a que moi qui fais ça, mais vas-y, parce que je sais que tu m'en avais parlé tout à l'heure. Puis là, c'est sûr que ça me préoccupe parce qu'en fait, moi, si je suis touchée par la profession de vétérinaire, c'est qu'il y a dans la dimension intrinsèque à la profession quelque chose qu'on appelle les exigences opposées. Et on en a un petit peu parlé tantôt, mais c'est vraiment l'idée que dans la charge de travail, il y a la charge quantitative de travail, mais aussi ce qu'on appelle la charge qualitative de travail, qui est que dans une même minute, tu peux, par exemple, regarder, je ne sais pas, les résultats d'une analyse et donc venir chercher beaucoup de connaissances intellectuelles qui te ramènent dans des sphères différentes, synthétiser tout ça, mais la minute d'après, tu dois être dans le relationnel. Donc, ce n'est pas les mêmes parties du cerveau, ni les mêmes ondes cérébrales qui viennent jouer, et tu dois moduler ces ondes cérébrales dans la même minute, alors que dans notre profession, ça se joue en termes d'heures. Tu fais 3 heures de ton fichier Excel, puis après tu t'arrêtes, puis le soir, tu es plus maman, papa, et donc tu es plus dans des ondes relationnelles. Mais là, c'est que dans la même minute, tu dois jouer avec ça, jouer avec les émotions. Moins toi, Éric. Avec les émotions. Non, mais dans le sens où tu n'as pas... souvent, je dis ça en faisant des blagues, mais je sais, dans le sens où, tu sais, ce que tu veux dire, par exemple, le vétérinaire qui... le médecin vétérinaire qui reçoit des résultats justement d'analyse ou un rapport d'échographie et qui lit, qui doit aller parler à son client puis relativiser ça, expliquer dans des termes compréhensibles, intelligibles, parce qu'ils font des choses, ils écrivent des choses qui ne sont pas intelligibles toujours, puis aller expliquer ça, puis après ça, des fois, il y a des mauvaises nouvelles là-dedans aussi, avec il y a les motifs qui embarquent. Exactement. Puis là, il faut avoir de la compassion, puis on regarde l'heure, puis on sait qu'il y a d'autres clients qui attendent. Ça, c'est mon vécu quotidien, Éric. Tu savais combien... j'ai plus besoin de méditation que toi. Parce que eux, pour vrai, je fais des blagues, mais sont souvent dans un environnement où les lumières sont tamisées, ils regardent des écrans en noir et blanc. Il y a de la musique, on a de la nourriture. Ils font jouer de la musique, puis ça, c'est leur milieu d'environnement. Alors que moi, c'est des animaux qui ont des tumeurs qui saignent, des clients qui sont stressés. J'arrive, il y a des métastases aux poumons que toi, tu as bien dicté dans ton environnement musical. Des nodules sont présents dans les poumons, compatibles avec des métastases. Moi, il faut que j'aille le dire au client puis le faire pleurer. Mais la majorité, c'est quand même les vétérinaires qui sont plus comme toi, Louis-Philippe, et qui sont en lien avec le client et qui doivent en plus recevoir et les émotions des clients, mais aussi après toutes les contraintes qu'il peut y avoir. Contraintes de temps, exactement. C'est long, on vous donne des mauvaises nouvelles. On doit faire des examens supplémentaires qui vont coûter plus. Donc, c'est quand même intrinsèquement à la profession, et là, on ne parle même pas de la structure, de l'organisation. Tu parlais d'une étude tantôt, où il peut y avoir d'autres stresseurs qui peuvent venir avec difficulté concilier travail-famille, en tout cas à plusieurs niveaux. Mais dans tout ça, la profession même est exigeante. Donc, avoir conscience de cette exigence, parce que ce n'est pas le cas de toutes les professions, c'est peut-être aussi prendre un recul, de dire c'est normal que je souffre ou que j'ai quand même un certain stress dans mon travail, parce que ne serait-ce que cognitivement, changer tout le temps de mode de registre, être plus relationnel versus intellectuel, c'est gros. C'est gros et c'est épuisant. Mais c'est extrêmement intéressant parce que on parle beaucoup de la fatigue compassionnelle, mais... Aussi. Mais... Ouais. Qui est autre chose, là, mais en fait, qui liait ça. Non, qui est autre chose. Non, mais je veux dire, c'est fatigue plus large. En fait, c'est ça que je trouve intéressant parce qu'on focus sur la fatigue compassionnelle, mais en fait... C'est différent, c'est les exigences opposées qu'on appelle. Ma conjointe est vétérinaire généraliste, puis on en a parlé souvent. On regardait nos parents qui ont travaillé jusqu'à 71 ans. Ma mère a travaillé vraiment tard, puis on se disait, nous, rendus à 50, on est vraiment brûlés mentalement. Exact. Puis là, je t'écoute parler, puis je me dis, c'est peut-être ça, en fait. C'est que ces allers-retours-là par rapport à d'autres types de travail où tu es dans le purement relationnel, dans le purement intellectuel, puis nous, on a cette espèce d'aller-retour-là qui est constant, puis qui épuise énormément les ressources, en tout cas de façon prématurée, j'ai l'impression, pour beaucoup de personnes, peut-être parce qu'il n'y a pas de prévention. Mais aussi parce que c'est un des éléments parmi d'autres. Il y a les contraintes de temps dont tu parlais, les interruptions. Il y a beaucoup de choses aussi. Je vous ai parlé de 1/10 du modèle. C'est des modèles de santé psy que j'ai adaptés plus à la contrainte vétérinaire, puis qu'on peut trouver ailleurs. Mais c'est vrai que c'est très, très exigeant. Et je pense que la méditation, c'est une façon de venir se reconnecter à ses besoins pour sentir en temps réel de quoi on a besoin, plutôt que de se brûler et de s'apercevoir quand notre corps dit stop,
que finalement on avait besoin de s'arrêter quelques mois auparavant. Parce que l'idée, c'est que quand on a une émotion, c'est comme une messagère qui vient nous parler de notre besoin. Et parfois, notre besoin, c'est ralentir, prends un break. Et donc, la discipline de la méditation, ça peut être une façon de réapprendre à recréer un chemin pour venir ressentir un petit peu plus en temps réel qu'est-ce qui se passe en nous, plutôt que notre corps crie à un certain moment pour nous dire qu'on est épuisé finalement. Est-ce que tu as couvert... parce que je te regarde, parce que je regarde l'heure aussi. Puis est-ce que tu as couvert ce que tu voulais nous dire? Puis tu sens que puis sinon, la réponse, il y a plus de temps. Ouais. On va t'en faire. Non, mais non, c'est que en fait, moi, je pense que c'est un travail complexe parce que le modèle que j'ai en tête quand je parle de la santé mentale et la santé psychologique des équipes vétérinaires, c'est qu'il y a la personne, il y a l'exigence de son travail, puis il y a la structure dans laquelle elle travaille. Donc, il peut être plus ou moins grosse équipe avec des intérêts financiers. C'est quand même lourd, une structure avec tous les investissements qu'il y a autour. Et donc, tu ne peux pas forcément faire un changement organisationnel quand tu es en détresse psychologique pour changer la culture de l'entreprise pour laquelle tu travailles. Les exigences de la profession, elles seront toujours là parce que c'est intrinsèque à la profession. Donc moi, je me dis que même si ce n'est pas parfait, justement, l'idée de venir travailler sur soi et ses émotions, c'est une première prise avec laquelle, finalement, essayer d'améliorer son sort quand on sent qu'on a de la souffrance ou on a du stress ou de l'anxiété en lien avec sa profession. Mais je le dis, ce n'est pas parfait. Et les modèles nous montrent que l'idéal, ce serait d'intervenir autant au niveau de la culture de l'organisation quand elle est plutôt délétère et au niveau de la personne. Mais quand on ne peut pas le faire parce qu'on n'a pas l'énergie, qu'on est une équipe de 100 personnes à vouloir changer une culture, ce qui se fait en plusieurs années, mais je trouve qu'une première prise, c'est soi-même et la méditation peut aider. Mais il faut mettre ça de manière très nuancée parce que ça reste que ce n'est pas une panacée, mais c'est un gros premier pas qui peut aider. Non, mais c'est un outil dans le coffre. Je veux dire, c'est pas nécessairement la solution à tout, mais c'est transversal quand même, suffisamment transversal pour aider dans plusieurs pans. C'est ça que je trouve intéressant. Santé physique, santé mentale, santé relationnelle, même au niveau cognitif. Il y a des études sur la mémoire, sur les apprentissages. Ça vient même augmenter une partie de QI, ce qu'on ne pensait pas possible après 25 ans. Mais la fluidité, donc l'épaisseur, la matière grise entre les deux cerveaux, cette épaisseur-là, c'est un facteur de protection de la maladie d'Alzheimer et ça vient aider la communication entre les deux cerveaux. Donc amélioration de la portion fluidité du QI. Et donc ça, c'est consécutif à la pratique de la méditation. J'avais vu quelque chose qui allait dans ce sens-là récemment, en tout cas. Mais... Donc, c'est quand même intéressant de se dire qu'il y a des effets concrets, même sur les télomères, en tout cas. Je pourrais vous en parler longtemps, mais... Les télomères, Éric, c'est ça qui est au bout des chromosomes, puis ils sont plus courts quand tu vieillis. OK, puis quand tu as parlé des études cortex, là, ça, c'était l'IRM, nous, Philippe. C'était probablement de l'IRM fonctionnel. Là, mais, Éric, est-ce que tu as plein d'autres questions? Parce que moi, j'ai un petit quelque chose, parce que quand même, tu es notre invité qui vient de Québec. Là, c'est la première fois qu'on a quelqu'un qui vient de Québec. Absolument. C'est si loin. Parce qu'il y a... Non, c'est pas loin, Québec. Non, je sais. On a des amis à Québec, puis il y en a qu'on a dit, il faudrait que tu viennes sur le podcast. Ah, ben, c'est loin. C'est loin, Montréal. Je pense que les gens de Montréal trouvent ça. Mais j'ai un petit quelque chose pour toi. Oh! C'est tout petit. Mais est-ce qu'on a un genre de télésino qui va nous. Non, tu vas le sortir? Oui, littéralement. Okay. En fait, c'est une petite chandelle. Le parfum, c'est air frais. Tu sais, je pense que... Il y a air. Oui, il y a air, mais si tu es dehors, il y a de l'air frais, puis il y a quelqu'un qui fait une flatulence en amont. C'est sûr qu'avec un vent favorable, ça se peut que ça sente pas bon. Non, mais tu penses trop, là. J'ai vérifié. C'est une personne qui travaille... Si tu faisais air vicié, ça serait beaucoup moins vendeur. Vers la caméra. Ouais. Mais je sais pas où la caméra. Là. Merci. Mais c'est pour toi. Je me suis dit, je vais lui donner une bougie pour... Quand elle médite, parfois, peut-être qu'elle veut. Puis c'est une bougie de cire d'abeille qui vient de... C'est une fille qui travaille à l'hôpital où je travaille. Elle n'est pas vétérinaire, mais elle est dans l'administration, si on veut. Puis elle a deal avec les clients qui ont des plaintes, puis tout ça. Puis c'est pas toujours facile non plus. Mais elle a des ruches, puis sa compagnie s'appelle B52. Fait que, tu sais, Let It Be, B-E-E, peut-être, là, dans ce cas-là. C'est bon. Let It... Je me suis dit, bon, sinon, donc, une bougie pour ta prochaine séance de méditation quand tu auras besoin d'avoir de l'air frais. Donc, ça, c'est pour toi. Puis, Éric, vu que... Mais mettons, est-ce que tu me dis c'est qui? Ou... c'est Julie Noël. Déjà, c'est Julie Noël de Tilly. Alors, qui travaille avec nous depuis quelques mois. Mais moi, j'ai acheté son miel cette semaine. J'en ai profité pour t'acheter une chandelle que je vais te remettre. Puis, Éric, vu que tu es comme mes enfants, si quelqu'un a un cadeau et toi, tu n'en as pas, tu vas pleurer. Ouais. J'ai retrouvé quelque chose cette semaine. En fait, tu me roules à terre. Je me suis dit, je vais donner ça à Éric. Tu me donnes une médaille? Oui, une médaille que j'avais volée jadis.
En fait, c'est quand j'étais président de l'association étudiante, puis vu que de médecine vétérinaire, vu que tu me parles toujours de ces moments-là, on a Simba qui vient de nous rejoindre sur le plateau. Mais vu que tu me parles toujours de ça, moi, il y avait, dans les bureaux de l'AEMVQ, jadis, il restait quelques médailles qui étaient des médailles pour le centenaire de la faculté de médecine vétérinaire, qui disait hommage à la médecine vétérinaire du Québec à l'occasion du 100e anniversaire de l'institution, aujourd'hui connue sous le nom de faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Montréal. Puis là, c'était l'honorable Michel Pagé, qui était ministre de l'Agriculture en 86. Hein. Puis à l'envers de la médaille, d'ailleurs, c'était le 100e, 86. Puis à l'arrière, il y avait École vétérinaire française de Montréal, qui avait été fondée en 1886 par Daubigny. Victor Théodule Daubigny. Donc, on salue nos amis de Québec et de Daubigny, où tu es peut-être déjà allé avec un de tes animaux. En urgence, qui ont sauvé mon chat. Qui était un Français aussi. Donc, en même temps, mais toi, Éric, je te donne une médaille que tu ne mérites pas du tout, mais que tu mérites... C'est vraiment c'est pas vrai. un cadeau qui m'émeut. Que tu mérites par ton intérêt envers l'histoire de la médecine vétérinaire. Puis moi, c'est littéralement quelque chose qui traînait dans le bureau de l'association, l'AEMVQ jadis. Puis quand j'étais président, je me suis dit... Tu t'es dit, non, mais il y en avait quelques-unes. On va faire du ménage. C'était des médailles qu'il y avait eu en trop et qui n'avaient pas remis en 86 parce que je suis rentré en médecine vétérinaire quand même plusieurs années après ça. Ouais. Puis là, j'ai retrouvé, il m'en restait 2. Fait que je t'en donne une, puis l'autre, je la garde pour moi. Mais merci. C'est vraiment exceptionnel. C'est un échantillon d'histoire, là. Alors, moi, je veux te remercier, toi. Puis j'aimerais que... On n'a pas mis les images, mais je vais juste faire un petit quelque chose rapido. Mais je te remercie d'avoir pris tout ce temps-là, puis surtout de ton intérêt envers la santé mentale de notre profession. Parce que c'est senti. On le sent quand on te parle, on le sent quand on te lit, quand on t'écoute aussi. Parce que quand on te parle, si on pourrait dire. Mais en tout cas, je pense que... les gens gagneraient à connaître ce que tu fais parce que, tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent des outils en ce moment pour... Oui, en plus, ça peut être court, la formation. Je pense que c'était 1h30. Donc puis avec puis tu as cette sensibilité-là en plus à la réalité du milieu vétérinaire. Donc, c'est vraiment intéressant. Moi, j'étais venu un peu en me disant, bon, OK, mais je trouve que c'est une discussion... une discussion fort intéressante, puis qui amène vraiment à réfléchir à d'autres choses. Puis c'est un angle mort, en fait, qu'on a peut-être pour les plus vieilles générations. On s'est dit, on va être correct, tu sais, on va y aller, puis on verra, tu sais, comme notre premier ministre aime dire. Mais je pense qu'on l'a négligé, ça. Puis on voit avec les années, à un moment donné, le poids des années qui s'accumule. Puis c'est une réflexion qui est vraiment intéressante. Mais c'est surtout que vous vous intéressez à la science, et la science s'intéresse déjà à la santé psychologique par le prisme de la pleine conscience et par le prisme d'autres modèles en santé psychologique au travail. Donc c'est juste remettre tout ensemble, l'adapter à votre réalité pour vous offrir quelque chose qui est quand même très scientifique. Donc c'est... Puis quand on a fait l'étude, on a fait les constats. Puis, il y a un travail qui a été fait, qui n'est pas terminé. En tout cas, moi, à ma connaissance, je n'ai pas encore vu les conclusions, mais il y a des groupes de travail qui se sont mis sur comment on pouvait s'attaquer, par exemple, aux problèmes structurels et tout ça. Mais ça, c'est une réponse. C'est une partie, en tout cas. C'est déjà quelque chose que les gens pourraient déjà, en réponse, justement, au constat de se dire, OK, ça ne va pas très bien dans notre profession, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a des trucs de fond, de changer la pratique, tout ça, mais ça, c'est un truc qui commence par soi puis qui peut, dès demain, se mettre en place pour beaucoup de gens. Fait que ça, je trouve ça intéressant. C'est une des parties de l'équation qui est plus mobilisable à court terme qu'un changement de culture organisationnelle, tout à fait. Puis qui n'a pas été, en tout cas à ma connaissance... Elle l'explique beaucoup mieux que toi, à passant. Oui, c'est bien correct. Mais c'est quelque chose qui n'avait pas, à ma connaissance, été évoqué. Ça fait depuis 2 ans qu'on fait ce processus-là. Puis la question qui revenait souvent, c'est qu'est-ce que je peux faire? Tu sais, c'est quoi? C'est comment je peux attaquer le problème? Puis ça c'est une réponse. Fait que ça, je trouve ça intéressant. Puis j'en profite pour dire que j'ai mis la photo de toi et Rafale. Là, je lui fais un peu mal à l'œil. Qui est superbe. Qui est superbe en passant. Puis aussi, je m'en voudrais d'oublier que tu as mis des chaussettes volontairement pour nous avec des vers intestinaux de chevaux. Excessivement jaloux de ces bas. Je vais essayer de vous en trouver. C'est ma vétérinaire extraordinaire. On peut la nommer? Oui, c'est Audrey Hébergingras et son associé Jocelyn Sévigny qui nous ont fait ce cadeau. Donc, c'est des bas pour monter en classique à cheval, donc très haut. Parfait. Et c'est des vers intestinaux offerts par les vermifuges. Excellent. Ça pourrait être... donc, la photo de toi, Rafale, je vais juste en passer en rafale. Oui, justement. Mais ça, c'est ta page Facebook. Tu as quand même plus de 6 000 ou près de 6 000 followers, ça. Donc, Let It Be Méditation. Tu as aussi ta page web que je n'ai pas pris en photo. Mais... Puis tu as ton livre Entreprendre en conscience. Puis moi, je pense que je vais te demander, je vais
je vais t'acheter une copie que je vais remettre parce qu'on ne sait pas combien de gens se rendent. On n'a pas les statistiques complètes de qui se rend jusqu'à la fin des épisodes. Mais la première qui écoute ceci et puis qui se rend à la fin de l'épisode, qui nous envoie en commentaire privé sur notre page Facebook par Messenger, je veux le livre de... Moi, je vais doubler. On va en mettre les deux premières personnes qui nous disent, qui sont rendues jusqu'ici dans cet épisode-là, puis qui nous disent, j'aimerais avoir, puis qui ont aimé le propos de Marie-Ève, puis qui veulent lire son livre. Et qui ont une sensibilité pour l'intrapreneurship ou l'entrepreneurship. J'adore. Ouais, et j'adore. Puis moi, j'ai beaucoup de personnes, j'ai aimé ça, la notion d'intrapreneur, parce que beaucoup de personnes qui me viennent en tête. Là. Donc, les deux personnes qui vont nous mettre un commentaire intelligent et qui se sont... On va rajouter des critères. Attends, là, tantôt, c'était privé. Là, c'est commentaire en bas de l'épisode. Pas un commentaire, mais ça. Écrivez-nous directement. Ouais. Puis on dira sur la page Facebook qu'on a déjà donné nos 2 copies d'Entreprendre en conscience, que tu dédicaceras avec joie aux auditeurs du meilleur balado vétérinaire québécois francophone avec 2 co-animateurs spécialistes en imagerie et en oncologie. Ça, c'est juste pour être très spécifique parce que sûrement qu'il va en avoir des meilleurs incessamment. Donc, merci beaucoup, beaucoup pour ton temps. Merci à vous. Merci vraiment. C'était un bel échange. C'était très agréable. Puis écoutez, ceux qui se rendent jusqu'ici aussi, il y a peut-être un autre mini-épisode avec Marie-Ève que vous allez voir sortir très bientôt. Alors, écoutez ça. On remercie tout le monde. Allez cliquer sur notre page Facebook. Abonnez-vous. Parlez-en à vos amis. Parlez-en à vos amis, à votre famille, à votre personnel. Allez voir aussi sur YouTube. Si vous voulez le voir en vidéo, c'est sur YouTube, c'est sur Facebook. Et puis, méditez. Eric, méditer. C'est exactement. Méditer là-dessus. Méditer là-dessus. Mais méditer en pleine conscience, surtout. Merci encore. Merci à très bientôt et on lance le générique. On envoie les bruits d'animaux.